Fort Boyard, l'une des citadelles maritimes les plus célèbres de France. Posée au milieu des flots, cette mégastructure minérale observe le large. Cette incroyable forteresse était censée défendre les côtes du royaume de toutes les attaques. Située sur l'Atlantique, entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron, Fort Boyard bloque l'entrée, le Pertuis, du golfe de Marennes et de l'estuaire de la Charente, un fleuve navigable jusqu'à l'intérieur des terres. Ici, 160 000 mètres cubes de matériaux, représentant plusieurs milliers de tonnes de roches, surgissent de la mer pour s'élever à une hauteur de 20 mètres. L'ensemble est d'autant plus impressionnant quand on l'imagine battu par les flots les nuits de tempête. Mais comment cet édifice a-t-il pu être construit en pleine mer? Sous la maçonnerie, au fond de l'eau, se trouve la base essentielle sur laquelle est posée l'architecture. Un énorme banc de sable aux formes étranges, long de plusieurs dizaines de mètres, étendu à 4,50 mètres de la surface à marée basse. Ce banc de sable, perdu au milieu de l'océan, a une longue histoire derrière lui. Une histoire que le géologue Éric Chaumillon connaît bien. Le banc de sable sur lequel est construit le Fort Boyard n'a pas toujours été exactement à l'endroit où il est à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand on regarde des cartes anciennes, des cartes du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, mais on s'aperçoit qu'il était localisé un peu plus à l'ouest. Donc tout se passe comme si ce banc de sable, progressivement, rentrait dans la baie de Marennes-Oléron. Dans la passe, le sable bouge, se déplace au gré des courants pour venir se déposer sur les côtes, comblant les golfes et les estuaires. Aussi fou que cela puisse paraître, autour de Fort Boyard, la longe bouge encore. La longe de Boyard se déplace aujourd'hui encore, c'est-à-dire qu'il y a une partie du banc qui va vers l'île d'Aix et il y a une partie du banc qui va vers l'île d'Oléron. En 1585, un marin néerlandais, Lucas Johnson, signe une carte intitulée « Carte des côtes et des îles du Poitou à la rivière de Bordeaux ». Il signale un haut fond dangereux entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron. L'aventurier la surnomme Benjaert, le banc en néerlandais. Elle deviendra plus tard Benjaert Hollandis, le banc des Hollandais. Puis la longe de Boyard sur les cartes françaises, la grande aventure débute. La longe de Boyard représente un véritable danger parce qu'en fait, c'est un haut fond important qui est plusieurs mètres au-dessus des fonds environnants et surtout qui est en face de l'estuaire de la Charente. Les hauteurs d'eau sur le banc n'arrêtent pas de varier. À marée haute, bien sûr, il y a plus d'eau. À marée basse, il y a moins d'eau. Et à marée basse, quand c'est des forts coefficients de marée, il y a vraiment très peu d'eau. Donc là, les dangers de s'échouer sur le banc sont importants. Ça représente un danger pour la navigation. Le banc de sable n'est donc pas très propice à la construction d'une mégastructure en pierre de taille. Pour que l'on envisage d'y construire un fort, il fallait que les marins français y voient un intérêt. En fait, la marine royale va vite être sous pression. Ses ennemis se rapprochent de plus en plus des côtes charentaises. Or, c'est précisément dans l'estuaire de la Charente que Louis XIV a décidé d'implanter un arsenal capable de lui donner des navires de guerre dignes de ce nom. Louis XIV, il joue un rôle majeur dans la fortification des frontières du royaume et il joue aussi un rôle majeur dans la mise en place d'une marine de guerre. Parce que Louis XIV, c'est le premier, c'est le plus grand en tout. Donc s'il est le plus grand sur terre, il doit être aussi le plus grand sur mer. Dès son avènement en 1660, le célèbre roi Soleil exprime le souhait de lancer la construction d'un site militaire et industriel capable d'assembler et d'armer des vaisseaux de guerre à la chaîne. C'est le site de Rochefort qui est choisi. Préféré au site de Brouage dont le port fortifié par Richelieu s'est ensablé, ce site est repéré puis définitivement choisi en 1665.
Implanté dans une boucle de l'estuaire de la Charente, à une vingtaine de kilomètres à l'intérieur des terres, il offre tous les avantages. La première raison qui a poussé à faire le choix de Rochefort, c'est son emplacement sur le littoral. Ici, on est au milieu du golfe de Gascogne, et donc à l'époque de Louis XIV, relativement près de l'Espagne. Et en fait, quand on regarde les côtes de France, il n'y a pas tellement d'endroits qui permettent d'avoir une rade et un endroit protégé à l'intérieur. Finalement, quand ils ont regardé, ils ont fait une enquête très approfondie. Et cette partie de mer protégée par l'île d'Oléron, l'île de Ré et l'île d'Aix constituait un espèce d'écosystème parfaitement cohérent et protégé. Donc ça, c'est déjà une très bonne raison pour avoir choisi de faire l'arsenal de Rochefort à cet endroit. Entre 1666 et 1690, un gigantesque complexe militaro-industriel voit donc le jour au fond de l'estuaire de la Charente. Les ouvriers de l'arsenal ne chôment pas. On a construit environ 500 navires de tout tonnage dans cet arsenal de Rochefort, donc c'est pas rien quand même. Au fil des années de guerre, l'ennemi s'est fait de plus en plus pressant. Et l'importance stratégique de Rochefort en fait une cible prioritaire pour les ennemis du royaume. La destruction de la nouvelle cité, et surtout de ses arsenaux, serait une catastrophe. Il faut absolument défendre l'embouchure du fleuve des assauts venus de l'océan. Car une fois assemblés, les vaisseaux quittent l'estuaire pour être ancrés dans la rade de l'île d'Aix. C'est là qu'ils sont armés, qu'ils reçoivent leur ravitaillement en vivres et en eau douce. Les plus gros bateaux de fret, revenant à Rochefort, alourdis par leur cargaison, jettent également l'ancre face à l'estuaire. Cette vaste zone de mouillage est vulnérable. Il faut la protéger en bâtissant un réseau de forteresses littorales. C'est la ceinture de feu de la mer des Pertuis. En quelques dizaines d'années, de la fin du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle, plusieurs forts sont construits pour boucler l'accès à l'estuaire de la Charente en tentant d'empêcher la circulation des navires ennemis entre les îles. Parmi ces édifices défensifs, une petite merveille posée sur l'eau, Fort Louvois. Le petit frère de Fort Boyard, construit lui aussi au milieu des flots. Édifié sur un rocher immergé à marée haute, entre l'île d'Oléron et le bassin de Marennes, ce fort, à l'aspect médiéval, est construit à partir de 1691 sur un bloc rocheux formé par la sédimentation de coquillages et de vases. L'ingénieur François Ferry se charge d'en effectuer les plans et dessine un édifice de forme ovale, sur 2 niveaux, pouvant chacun abriter des pièces d'artillerie de marine. À marée basse, une chaussée de 400 mètres devra le relier au continent. Le défi à relever est de taille. Les difficultés à construire une citadelle en pleine mer sont énormes. À chaque reflux de la marée, pas moins de 1000 ouvriers s'activent, mais le travail s'avère vite colossal. À la pose de l'ultime pierre des fondations, le 20 octobre 1691, la moitié du budget total est déjà engloutie. Il faut revoir les ambitions de l'architecte à la baisse. Vauban, commissaire général des fortifications, reprend les travaux. Seule la moitié de l'ovale est réalisée, donnant au fort une forme de fer à cheval. Un seul étage de canon sera édifié. Et donc on construit ces fortifications de façon très rapide, parfois trop rapide. Il y a des accidents, des pans de murs qui s'écroulent parce qu'on construit trop vite. On est sous la pression des événements, mais on le fait quand même. Et à la fin du règne de Louis XIV, on peut dire que globalement, ce dispositif de sécurisation de l'estuaire de la Charente est globalement achevé dans les conditions techniques possibles de l'époque.